Article 19 est une organisation de droits humains qui œuvre pour la promotion et le respect de la liberté d'expression et l'accès à l'information. Depuis plus de 2 décennies, Article 19 consacre une bonne partie de ses activités à l'application pratique des standards internationaux sur la liberté d'expression et l'accès à l'information, à la réalité quotidienne des populations. L'organisation a été l'une des premières à établir le lien direct entre la liberté d'expression et le développement, la censure et les droits environnementaux, l'accès à l'information et les droits de reproduction des femmes. C'est dans ce cadre que nous avons initié des programmes de recherche sur l'accès à l'information et la transparence du budget de santé au Nigeria, au Kenya et au Sénégal, sur l'accès à l'information et l'égalité du genre au Sénégal. Ce documentaire a été filmé par l'équipe d'Article 19, des non-professionnels en images et son. Au-delà de la qualité, le message porté revêt une importance capitale, car il vise à faire un état des lieux sur les droits de la femme au Sénégal et à exposer les principaux obstacles à la réalisation des droits de la femme. Les avis d'acteurs de la société civile, des personnes politiques et d'experts ont été recueillis pour mieux comprendre l'opportunité de la loi sur la parité et le travail qu'il reste à accomplir afin que la femme sénégalaise jouisse pleinement de ses droits et occupe la place qui lui revient. Le développement d'une nation implique la contribution de toutes ses composantes à tous les échelons. Il faut la participation de tous, de la conception des politiques à leur mise en œuvre. Une nation doit marcher sur ses 2 jambes, c'est-à-dire impliquer ses hommes et ses femmes. Le Sénégal marche-t-il sur ses 2 jambes? Il serait difficile de répondre par l'affirmative, compte tenu d'un certain nombre de constats. En effet, les femmes représentent 52% de la population, mais sont seulement 20% au niveau des instances de décision. « 33 femmes sur 150 députés, soit 22%. Sénat, 40 femmes sur 100, 40% dont 2 seules sont élues. Zéro femme gouverneur sur 14. Trois femmes préfets sur 45 et une femme sous-préfet sous les 117 que compte le Sénégal. Sur les 25 membres du premier gouvernement de l'ère Macky Sall, 6 sont des femmes. Commerce, industrie, artisanat, justice, santé, élevage, habitat et urbanisme, femmes, enfants, entrepreneuriat féminin. Conseil économique et social, sur les 80 membres, 34 sont des femmes et 16 sur 40 membres associés du Conseil économique et social. Cinq décennies après les indépendances, ces chiffres sont parlants. Dans l'imaginaire populaire, la femme a toujours du mal à se défaire de l'image de la ménagère, confinée aux travaux domestiques. Cette conception du rôle de la femme procède d'un ancrage profond dans la tradition et la religion qui rend difficile tout travail de remise en cause et de changement des mentalités. Les enquêtes menées montrent que cette marginalisation des femmes dans les sphères de décision est due à plusieurs facteurs qui concourent à reléguer la femme au second plan dans la vie publique. Du simple citoyen au politique en passant par les experts, les éléments de réponse sont variés, mais le constat reste unanime. 52% de la population, donc la majeure partie de la population, on n'arrive toujours pas à s'imposer, c'est que quelque part il y a problème. Il y a problème et c'est assez triste qu'après plus de 50 ans d'indépendance, que les femmes sénégalaises surtout n'arrivent toujours pas à décoller. Il y en a certaines qui sortent du lot, qui se battent. Il y a aussi certaines qui ont eu à poser des jalons comme Caroline Faye, Maïmouna Kane, mais j'ai comme l'impression qu'à ce point-là, la continuité n'a pas été quelque part assurée. Elles ont mené le combat juste après les indépendances, elles se sont battues, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il y a eu relâchement et que ce relâchement-là s'est poursuivi.
Parce qu'au Parlement, on n'est que 22%. Il y a un petit peu plus d'efforts au Sénat où les femmes sont 40%. Mais disons que globalement, dans les instances de décision de la fonction publique, nous avons déjà fait l'étude, les femmes sont globalement autour de 18% au même mois. Donc, dans toutes les instances officielles de l'État sénégalais, que ce soit la Cour, le Conseil constitutionnel, que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président. Donc tout est masculin au Sénégal. Et ça, c'est inacceptable. Mais c'est le fruit de notre histoire coloniale. Parce que le Sénégal, en 1855, quand la France a commencé cette première lutte pour la conquête de ce pays, il y avait une femme à la tête de la première armée que la France a affrontée, et c'était Lateyala dans le Walo, qui a été défaite en 1855. Et disons donc, c'est la colonisation qui nous a installés dans ce rapport, cette situation où les femmes sont exclues du système politique. Parce qu'avant, elles étaient à la fois éligibles, parce qu'elles participaient au pouvoir, mais elles étaient aussi dans le conseil, le collège électoral, qui mettait en tout cas les responsables du royaume à la tête des institutions. Les autorités qui se sont succédées dans ce pays n'ont pas pris à bras le corps cette question des femmes. Parce que pour eux, il suffit que la femme ait quelque chose à mettre sur la dent et quelque chose pour ses enfants pour qu'elle soit heureuse. Ça ne suffit pas. Non? Parce que autant les hommes, autant les enfants, garçons, ont droit à l'éducation, à la formation, autant les petites filles et les femmes ont droit à l'éducation et à la formation. Et ceci n'est rien d'autre. Ce gap-là, ce gap existe parce que tout simplement, les femmes sénégalaises et les filles en général sont tout simplement éduquées en tant que filles. Et quand on dit éduquer quelqu'un en tant que fille, c'est simplement lui apprendre les tâches domestiques. Ça, c'est dû à la culture, à notre culture. Pas essentiellement nous, Sénégalais ou Africains, parce que même si vous allez en Europe, les femmes sont sous-représentées dans les instances de décision. Et au Sénégal, la femme s'est toujours battue pour participer aux instances de décision. Mais puisqu'elles étaient le plus souvent analphabètes, avec très peu de moyens financiers ou matériels, parce que vous savez que la femme ne peut même pas avoir un crédit au niveau des institutions financières à cause des garanties qu'on leur demandait. Donc elle a toujours été dépendante sur le plan financier. Parce que tout simplement, d'une part, elles ne sont pas outillées pour y être. D'autre part également, elles n'ont pas le sens de leur destin en main, ce que j'appelle moi leur destin en main. Pourquoi? Parce que quand on dit que c'est les femmes qui votent le plus, c'est elles qui portent leur suffrage aux hommes. Mais elles sont instrumentalisées dans les campagnes électorales. On l'a assisté, pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Quand la campagne est ouverte, vous voyez les femmes se mobiliser avec des tussets, applaudir les leaders qui, une fois dans leur poste, vont oublier les problématiques femmes. C'est un certain nombre de représentations sociales que nous traînons encore et des complexes, comme je disais tantôt, que certaines femmes ont tendance à traîner. Et ces complexes consistent finalement en ce qu'un chanteur comme Bob Marley appelle l'esclavage mental. Mental slavery. En fait, ce mental slavery, cet esclavage mental, c'est le fait finalement d'accepter la situation de servitude dans laquelle nous sommes. Et il se trouve évidemment que les femmes ont tendance à dire que ça va, quoi. Même si nous sommes plus ou moins marginalisés, même si nous nous occupons des travaux domestiques, même si au niveau des partis politiques nous nous occupons essentiellement de folklore, même si nous sommes toujours là pour la galerie, c'est comme si elles se suffisent de ce lot qui leur est affecté. Et pourtant, le Sénégal, en su de son arsenal juridique interne, a ratifié plusieurs conventions internationales de protection et de promotion des femmes pour garantir l'égalité homme-femme et éradiquer les discriminations.
Paradoxalement, cet engagement des autorités sénégalaises, toujours promptes à signer et à ratifier des conventions internationales, peine à avoir une application pratique et un impact réel, soulignent plusieurs acteurs de la vie publique. C'est que les droits fondamentaux des femmes ne sont pas respectés. Ce sont des droits qui sont inhérents à leur personne et qui ne le sont pas parce qu'elles ont le droit, un droit fondamental à la participation. Pour le développement de leur pays, pour la paix, de manière générale, elles doivent participer au plus haut niveau et à la prise de décision. La loi sur la parité, par exemple, il a fallu que le mouvement de la société civile avait fait un travail de longue haleine, chaque pas à pas, pour pousser les politiques. Mais s'il n'y avait pas cette volonté politique, on n'aurait pas abouti à la loi sur la parité. Donc c'est ce qui explique que... Et puis les conventions, tous les gens ne sont pas informés. Il y a très peu de personnes, c'est les personnes qui ont assisté, c'est certains cadres. Au niveau des cadres, certains ne connaissent pas les conventions qui régissent toute cette réglementation, ces législations. Les gens ne sont pas au courant. Je pense que c'était un déficit d'organisation au niveau des femmes, mais ça a été... Non, je pense que c'est un combat, mais pas de façon... À court terme, on ne peut rien obtenir. C'est de façon en faisant chaque fois, pas à pas, en ayant un argumentaire, en prouvant qu'on le peut, et avoir aussi les synergies de tous les acteurs. Au niveau de la convention du CEDEF, la lutte contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes, on peut noter la violence qui est faite à l'égard des femmes. Donc cette convention lutte contre ça. Le droit des femmes à l'accès à la terre, à l'éducation, à la santé, etc. etc. Donc, toutes ces dispositions, en fait, sont reconnues par le Sénégal, mais il faut dire que si nous prenons, par exemple, la violence faite aux femmes, nous avons même, au-delà des conventions, nous avons des organisations qui sont ici au niveau local, qui justement veillent justement à l'application de cette convention-là. On peut citer les organisations des droits humains, le Comité sénégalais des droits de l'homme, la RADDHO, l'ONDH, le RADI, le CLVF, etc., etc. Donc, ce sont des organisations qui sont là pour veiller, alerter, et la population, pour dire, le gouvernement, pour dire attention, vous êtes en train de violer, alors qu'il y a une application qui doit être faite rigoureusement. Le Sénégal est prompt à ratifier tous les textes et tout, mais quand il s'agit de la pratique, c'est là où le bas blesse. Et donc, quand il s'agit de rendre compte ou de faire la différence entre ce qui se fait dans les autres pays, on ne met pas en avant la pratique au Sénégal. On met en avant le fait que oui, on a ratifié tel texte, on a signé telle convention, des trucs de ce genre, alors qu'entre la signature et ce qui se fait, c'est pas la même chose. En mai 2010, un jalon important a été posé par les autorités, avec l'adoption de la loi sur la parité dans les fonctions électives et semi-électives qui sera appliquée lors des élections législatives de juin 2012. Un acquis de taille pour la femme sénégalaise. Le sens même de la loi de la parité, qui au-delà de la loi, est un enjeu pour moi, un enjeu de développement, un enjeu stratégique qui va propulser, qui va donner un nouveau visage à la représentativité ou aux instances de décision. Au niveau des instances de décision, assemblée, au niveau du Parlement, dans les locales, c'est normal
S'il y a des femmes compétentes, mais pourquoi ne pas les mettre en valeur? Je trouve que c'est positif. Je voudrais simplement rappeler que ce qui a angoissé une partie de la population à un moment donné, c'était la parité dans les familles. Ce n'est pas à ce niveau que se pose la parité. Le code de la famille, qu'est-ce qu'il dit? C'est le mari qui est le chef de famille. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été abrogé. Ce ne sont pas des dispositions qui sont abrogées. Mais dans le milieu du travail, s'il y a des femmes compétentes, et Dieu sait qu'il y en a, qui ont le savoir-faire, le savoir-être, mais pourquoi ne pas les promouvoir? D'autant plus que les femmes sont les moins déteneurs et ne détiennent pas les fonds. Elles utilisent entièrement leurs efforts, leurs fonds, leurs moyens pour satisfaire les populations qu'elles veulent diriger. Et donc, sur ce plan-là, nous n'avons aucune crainte. Au bureau politique, la première réunion du bureau politique que nous avons eue à l'AFP après le congrès, on s'est rendu compte que les femmes savent ce qu'elles veulent, savent où elles doivent aller et quel chemin emprunter pour y arriver. Parce que si les femmes sont dans ces instants de décision, elles vont poser des problématiques qui vont régler leur souffrance. Par exemple, si les femmes sont dans un conseil rural, elles peuvent poser des problèmes de santé, elles peuvent poser des problèmes d'éducation de leurs enfants. Dans les associations donc, qui s'occupent de la gestion des forages, les femmes sont en train de se battre pour occuper les postes de présidente d'Agiport. Les femmes se battent aussi pour occuper des postes de présidente de comité de santé. Hein, ça aussi, je pense que c'est quelque chose de nouveau qui est là et qui fait que moi, je connais dans beaucoup de localités où les femmes en font un combat réel. Au moment où peut-être leurs sœurs des villes posent toujours les questions d'instance dans les conseils municipaux ou dans les conseils régionaux, elles se battent pour occuper ces instances. Et je pense que c'est là où le développement local est important parce qu'il se fait à la base. Il y a beaucoup de femmes qui ont la compétence, qui ont le savoir-faire et le savoir-être. Peut-être parce qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes. Peut-être qu'elles n'ont pas de l'audace. C'est peut-être ça. Donc il y a un problème de leadership qu'il faut régler chez les femmes. Nous sommes dans une société qui devient de plus en plus matérialiste. Or, dans une société matérialiste, c'est ceux qui disposent des ressources qui ont forcément droit d'accès à certaines instances. Comme je dis souvent, dans une société matérialiste, ceux qui ont sont. Ceux qui n'ont pas ne sont pas. Ceux qui donnent ordonnent. Et ceux à qui on donne se subordonnent. Or, justement, ceux qui ont les ressources, c'est les hommes. On s'est rendu compte que le taux de pauvreté chez les femmes est plus élevé que le même taux de pauvreté chez les hommes. Donc voilà la situation aussi qui fait qu'on ne peut pas avoir économiquement raison et avoir symboliquement tort. Ceux qui ont économiquement raison ont aussi partout raison. Au-delà de la loi sur la parité, un autre combat est toujours à gagner, celui de l'accès des femmes à l'information et l'appropriation des lois par les populations, surtout celles vulnérables. Ici, se pose avec acuité la nécessité de la vulgarisation des textes au regard de la différence entre le milieu urbain et le milieu rural. Je suis tentée de dire que parfois c'est aussi l'apanage des Sénégalais d'effleurer certaines questions. On va rarement au fond des débats, on effleure, on s'élève parfois des liens et après on laisse passer. Mais il faut quand même prendre le temps d'aller au fond des choses, essayer de voir l'origine de tous ces maux de la femme sénégalaise, l'origine de tous ces problèmes de la femme sénégalaise pour pouvoir régler ça. Parce que bon, très souvent dans les discours, dans les débats, c'est quoi? C'est que les femmes sont derrière, les femmes n'occupent pas n'occupent pas des postes de responsabilité au Sénégal, mais peut-être essayer de trouver qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème-là. Il y a un travail d'éducation à faire, un travail de disposition, de disponibilité du matériel et des moyens pour accéder à l'information. Et ça, c'est, je pense, la bataille première que nous devons mener, parce que quand les femmes savent, quand elles maîtrisent, elles sont suffisamment intelligentes pour pouvoir mener, en tout cas, prendre leurs responsabilités, mener la bataille qu'on leur demande. Mais il y a un gap, il y a tous entre la capitale et le reste du pays, mais qui est lié aussi à la disponibilité des infrastructures de communication, mais aussi
aux moyens et à la faible éducation des femmes. Pas plus tard que tout à l'heure, si vous regardez mon mail, mon téléphone, il y a une femme qui vient de m'appeler de la région de Diourbel. Et leur problème, c'est ça, quand elles ont envie, elles voient à la télé des choses qui se passent, mais elles n'ont pas le contenu très fin de ce qui est. C'est aussi bien les cadres institutionnels de l'État que les cadres initiés par la société civile. Chacun de ces cadres, dans le domaine qui l'intéresse, a des acquis. Chacun, bon, je donne l'exemple de l'association des juristes dans le domaine du foncier, dans le domaine de la parentale, comment on l'appelle, l'autorisation, elles ont eu à poser des actes. C'est des juristes, donc elles nous aident comment faire le texte, comment élaborer le texte, qu'est-ce qui doit régir. Elles ont aussi lié des partenariats comme avec nous, les femmes élues, parce qu'au-delà de ces textes, il faut les porter, il faut un plaidoyer, il faut un portage politique, et ça peut être porté par des femmes politiques. Au niveau aussi de l'État, vous avez parlé des conventions, des ratifications. Quand le Sénégal ratifie une convention, c'est qu'il y a une volonté politique. Donc je pense que tous ces acteurs ont eu à faire leur part. Et à un moment, aussi, comme je l'ai dit en entendant vos propos, toutes ces énergies se sont mises ensemble pour essayer de sortir, de poser des actes concrets, comme la loi sur la parité. Le décret est en cours, moi je l'ai parcouru, il est excellent, il est bien fait, et ce qui permettra à terme d'obtenir les résultats et d'atteindre les objectifs. On a battu campagne avec les radios communautaires en leur disant vous avez un rôle stratégique parce que vous êtes dans le Sénégal des profondeurs. En portant ce message sur la parité, en portant ce message sur les questions de droits de l'homme, vous allez non seulement éclairer la lanterne de toute la communauté, des questions de rôle, le rôle que les organisations de femmes ont, le rôle que les juristes peuvent jouer, le rôle que les médias peuvent jouer, c'est des rôles, chacun à son, c'est une chaîne. Si les juristes se battent pour que la loi puisse être harmonisée, les médias, dans la liberté d'expression, dans l'accès à l'information, qui est un droit garanti dans le protocole de Maputo, qui est un droit reconnu par la FED. Alors, ces radios-là vont pouvoir porter le message aux femmes. Parce que l'accès à l'information, c'est encore plus, non seulement un droit, mais c'est un moyen d'autonomisation. Le débat public, parfois, c'est un débat élitiste. Élitiste qui se passe entre nous autres, élites ou nous autres intellectuels, que la grande masse n'a pas encore saisi ou n'est pas dans les dispositions à vouloir comprendre ce que ça veut dire. Aujourd'hui, si je m'aventurais à parler du genre en langue nationale, ça allait être une difficulté ou une catastrophe. Les gens peuvent dire c'est quoi ce qu'elle nous dit. Peut-être que la parité dans ce moment, les femmes, surtout les femmes, l'ont beaucoup compris et elles se sont bien appropriées, mais il faudrait que le débat public quitte la sphère, à mon sens, sphère élitiste, sphère intellectuelle, pour aller rencontrer la sphère beaucoup plus globale ou le commun des Sénégalais. Dans le contexte sénégalais caractérisé par une forte majorité de musulmans, l'argumentaire coranique s'invite toujours au débat sur le rôle et la place de la femme au sein de la société. L'interprétation des textes, souvent jugés défavorables aux femmes, est mise sur la sellette pour freiner la marche des femmes vers l'égalité. C'est là où je ne suis pas très d'accord avec certaines femmes. Vous savez, c'est comme ce qui s'est passé. On nous parle de parité. Mais nous avions la parité. Que dit la Constitution? Que nous sommes tous égaux. Et nous sommes tous égaux et ils demandaient à l'époque un quota. On nous demande que tu es égal à l'homme. Toi, tu demandes un quota. C'est ce qui se passait. J'ai la Constitution ici. Donc c'est pourquoi je n'ai jamais parlé de quota moi. Je me suis dit, là où on me donne l'égalité, je ne demande pas de quota. Maintenant, la parité c'est plus clair. Nous y sommes. On demande trop aux femmes. On demande trop aux femmes en disant aux femmes, vous êtes les mères, vous êtes les épouses, vous êtes les sœurs, vous devez régler ces questions, vous devez. Ce que je dis souvent, où on a écrit ça, on l'a écrit nulle part. C'est parce qu'on l'a trouvé dans nos sociétés. Il faut que les sociétés aient des mécanismes, pas de bouleversement, mais des mécanismes de négociation qui vont répondre aux aspirations de l'heure. Le premier choc historique que je vais avancer, c'est une mauvaise interprétation des religions. Quand vous prenez la religion musulmane, elle est éminemment protectrice des droits des femmes quand elle est bien interprétée. Malheureusement, elle a été mal interprétée, peut-être mal comprise et bon, mal enseignée aussi. Et je pense qu'il n'est que temps pour que comment dirais-je, les spécialistes
nous aide à avoir une meilleure interprétation de cette religion qui, encore une fois, est très protectrice des droits des femmes. Et peut-être donne plus de droits aux femmes qu'aux hommes. L'islam ne peut pas être le frein au développement des hommes. Ça, c'est pas possible. Celui qui connaît l'islam ne peut pas accepter ça. Parce que rien dans l'islam ne favorise cela. Au contraire, l'islam est venu pour la promotion de l'homme, de l'humanité tout entière. L'islam est venu montrer que l'homme Gour, ne peut pas aller sans la femme. La femme aussi ne peut pas aller sans l'homme. Et que tout ce qui a été bâti ici l'a été par les deux sexes. Quand Adam a été créé, avant que Dieu ne l'amène au paradis, mais il a créé Ève. Et c'est les deux qui sont allés vivre au paradis. C'est les deux aussi qui sont descendus en même temps sur terre. Bon, même là, il y a des problèmes parce qu'il y a des gens qui veulent jeter la responsabilité à la femme, alors que c'est faux. Il y a des gens qui disent que c'est Eva qui a fait ceci. Non, non, non. Allez-y visiter le Coran. Allez voir nulle part où la responsabilité de ce péché-là incombe à la femme. C'est le contraire. L'islam n'a jamais mis la femme en arrière-plan. Au contraire, elle est mise au devant de la scène. Au fond, les responsabilités de la femme dépassent celles de l'homme. C'est la femme qui tombe enceinte. C'est la femme qui enfante. C'est la femme qui allaite. Et tout ce qui fait marcher la famille, en fait, Dieu l'a mis entre les mains de la femme. Autre conception contraire relève d'une autre vision. Même si au sein de l'islam, l'homme est le chef de famille, le respect et la considération due à la femme demeurent intacts. Le débat est loin d'être clos, en dépit des efforts consentis de part et d'autre pour la promotion de l'égalité sociale. Il reste encore des zones non explorées ou volontairement ignorées. La liberté d'expression et un plus grand accès à l'information permettraient de démanteler les dernières barricades, d'où la nécessité de changer la qualité du débat public afin de rendre accessibles les nombreux textes de loi qui restent ignorés des principaux destinataires. Là, les médias et communicateurs ont un rôle crucial et doivent poser le débat afin de rompre avec les préjugés et les stéréotypes.